a ébauché le fait de dire que aujourd'hui, la loi sur la NIF précisait qu'il y allait avoir pour les salariés privés, entre autres, une mutuelle et que c'était une bonne chose. Non, moi j'ai pas dit ça. Hein. Et on a l'impression que ça n'a pas été au bout de ton... Oui. Ben, si je vais au bout de mon raisonnement, je dis que c'est ni plus ni moins la fin de la sécurité sociale. Je l'ai dit tel que l'avait conçu le Conseil national de la résistance. Ça veut dire qu'on ne sera plus soigné en fonction de ses besoins, mais en fonction de ses moyens. Et ça. Pourquoi les patrons s'en réjouissent? Ah, ben les patrons, les patrons. Pourquoi est-ce que les... Oui, très bonne question. Je vais la retourner. Pourquoi les patrons s'en réjouissent? Moi, je dirais, pourquoi les patrons, quand il faut payer la sécurité sociale, ils rouspètent, et puis les gros, ils ne payent pas, et que là, ils disent rien? Eh bien, bien évidemment, ils ont la même banque, c'est le même circuit qui tourne. Ben. On pourrait simplement rappeler sous la présidence de Sarkozy, le dénommé Denis Kessler, numéro 2 du MEDEF, patron du groupe AXA, avait un objectif avoué à la télévision, mettre fin au programme du CNR. C'est effectivement l'individualisation contre le collectif. Aujourd'hui, on vit au quotidien. Oui, de toute façon, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais Malakoff et Médéric, puisque tu parles de ces gens-là, apparaît dès la libération. Ils sont là, hein. La libération, pouf, et ils prennent, et ils prennent, et ils prennent, et ils prennent, et puis bientôt ils vont tout prendre. Je pourrais vous dire, je ne l'ai pas dit, mais quand même, en 86, lors de la première cohabitation c'était Chirac qui était Premier ministre, il y avait eu un projet qui n'est resté que projet de loi Madeleine, que Chirac n'a pas voulu sortir parce qu'il avait peur que ça soit la révolution. Qu'est-ce qu'il disait, le projet de loi Madeleine? La sécurité sociale, elle prend le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, le sida et les maladies nerveuses. Tout le reste, régime assurantiel. C'est-à-dire, en gros, les maladies qui coûtent cher et tout ce qui est susceptible d'eux. Et le professeur Grimaldi a donné une interview il y a quelque temps. J'ai dit Grimaldi, pas Lantieri. Lantieri, c'est un autre professeur de l'Arpé de Paris, mais lui, il était plutôt à escroquer la Sécu. Professeur Grimaldi, il dit textuellement, dans son interview, les assurances qui avancent avec le masque de la mutualité et qui s'adressent en priorité à des personnes jeunes et en bonne santé. On est très loin du Conseil national de la résistance, de l'esprit à tous les citoyens. Hein. Sécurité sociale pour tous les citoyens. Et on peut aussi s'interroger, en tant qu'ancien fonctionnaire, je m'interroge sur ce corporatisme qui est une sorte d'individualisme collectif. Les fonctionnaires s'étaient aussi opposés contre un régime unique. On mesure aujourd'hui, s'il n'y avait, on ne fait pas histoire avec des si, mais s'il y avait un régime unique, là on a coupé en rondelles de saucisson, ils sont en train de se goinfrer rondelle par rondelle. Si le saucisson était resté entier, ça aurait été plus difficile. Et le rôle du général de Gaulle dans la sécurité sociale? Absolument rien dans la sécurité sociale. Là je ne fais pas de l'anti-de Gaulle. Hein. Et la sécurité sociale, notamment, entre autres, c'est soi-disant, c'est grâce à lui que la sécurité a été... Enfin, je pose la question. Oui, non, mais c'est juste, c'est normal de dire ça, puisque c'est ce qu'on nous répète à longueur de médias. Je l'ai dit, l'ordonnance de 1945 est signée Alexandre Parodi, qui a été le Premier ministre du GPRF, ministre du Travail et de la Sécurité sociale du GPRF, et Alexandre Parodi était un haut fonctionnaire. C'est lui qui signe l'ordonnance. Ensuite, la loi de généralisation, je l'ai dit tout à l'heure, est signée Félix Seguin, président du Conseil, Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, André Philippe, ministre des Finances. Et c'est le 22 mai 1946, et De Gaulle a quitté le GPRF, le gouvernement, en janvier 1946. Donc, au moment où la loi de généralisation de la sécurité sociale est votée, il ne fait plus partie du gouvernement. C'est pas de faire de l'anti-de Gaulle, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui récupèrent des fois des choses et qui disent hey,
les hommes politiques, quels que soient, quelquefois et même souvent, ils sont loin de l'histoire. Ils sont loin de l'histoire. Alors bon, les médias répètent, bah oui, moi aussi, hein, jusqu'à un certain... Déjà quelques années, je pensais, bah oui, c'est le général de Gaulle. Oui, le général de Gaulle, il a fait plein de choses. Je l'ai dit hein, au mois de mai à l'Amérique du 3, le général de Gaulle, c'est l'homme du 18 juin. C'est incontournable. C'est le premier président du GPRF, gouvernement provisoire de la République française. C'est le chef du CFLN, Comité français de libération nationale, les 6 premiers mois en dualité avec Giraud et après tout seul. C'est clair. Je ne veux pas nier les choses très importantes qu'a fait le général de Gaulle. Mais sur la sécurité sociale, non, c'est une erreur historique qu'il est facile de démontrer. Et je vais dire, par rapport, on revient au programme du Conseil national de la résistance, j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs volets. Le volet qui intéressait le plus le général de Gaulle et les gaullistes, ce n'était pas le volet social. On voit bien, hein, on parle des syndicats, des libertés syndicales, c'est évident. Ce qui intéressait le général de Gaulle, c'était les structures de l'État. Parce qu'à la Libération, il y avait ce qu'on appelle les comités départementaux de libération. Et c'est la première chose que le gouvernement, sous la présidence de Gaulle, a viré. Je veux dire qu'on ne peut pas comprendre. Je reviens là, y compris au CNR et à la sécurité sociale. L'enjeu qu'il y a au niveau mondial. Dès 1943, les chefs de pays savent que l'Allemagne a perdu la guerre. Et je l'ai dit, et on ne peut pas s'éloigner de ça, la grande question est qui va exercer le pouvoir dans les pays libérés. C'est ça la grande question. Et si on enlève ça, on ne peut rien comprendre. On ne peut pas comprendre. Et y compris par rapport à Jean Moulin, je veux dire, là, je pense qu'on ne saura jamais, mais je veux dire, il y a cette question. Il y a cette question, je reviens au CNR, ça c'est Saillant qui l'a écrit. Il écrit textuellement, il dit « Si Moulin avait été là à la Libération, ça serait passé différemment. Mais malheureusement, Moulin n'est plus là et on n'écrit pas l'histoire avec des si. » Ça c'est Saillant qui l'a écrit. C'est écrit. Effectivement, on n'écrit pas l'histoire avec des si. On peut penser que... Je veux dire, tout est lié à qui va exercer le pouvoir. Je veux dire, si on ne perd que sur un point, je dirais, particulier, et donc De Gaulle était très, très préoccupé par les structures de l'État, et il a toujours été, d'ailleurs, après, quand il revient en 58, ben, c'est la Constitution de 58, et je précise que l'attaque d'ampleur de la Constitution de 58, c'est l'article 34, où l'article 34 dit que, désormais, c'est le gouvernement qui décide de la politique financière de la sécurité sociale. Donc, je veux dire, la première chose qu'il fait en revenant dans la Constitution, c'est... Voilà. Ah bah après les ordonnances de 67, c'est le coup de grâce. D'ailleurs, Georges Segui disait, en 68, on a pu discuter de tout, sauf des ordonnances de la sécurité sociale. Ouais, je veux dire, c'est un enjeu colossal. Alors, à cette époque, il y avait l'enjeu de pouvoir, le bloc Est, le bloc Ouest, mais aujourd'hui, c'est un enjeu financier colossal. Colossal. Vous savez, on nous dit en milliards, tant de milliards de déficit, c'est rien. Hein. Le budget de la sécurité sociale, c'est 1,5 fois le budget de l'État français. Et le déficit, il est minime par rapport au budget de l'État français. Donc, je veux dire, voilà, hein, il faut... Et la sécurité sociale, ça nous concerne tous. On est tous concernés. C'est pour ça que j'invite les syndicalistes qui sont là, bon, je ne suis plus syndicaliste il y a longtemps, à reconquérir la sécurité sociale et à ne plus dire défendons, défendons, on a l'air, on défend, remarquez, c'est vrai qu'on peut défendre et après reconquérir. Hein. Voilà. Oui, alors moi j'avais une question par rapport à cette évolution du discours de Croizat, par rapport à ces conférences de presse de fin 1946, où il insiste très fort sur le fait qu'il ne faut pas diviser les citoyens et qu'il ne faut pas laisser aller des particularismes. Et puis cette déclaration qui se passe en mars 1947, 4 mars 1947, en l'espace de 5 mois pratiquement. Alors la réflexion, c'est que
En 1946, il est dans un gouvernement tripartite où il peut jouer sur certains points d'un accord avec les socialistes. Donc il y a deux composantes du gouvernement tripartite qui peuvent faire avancer certaines choses encore dans le sens qu'il souhaite, comme c'était programmé dans le CNR en 1945. Tout à fait. Mais en 1947, ils sont dans un gouvernement quadripartite où il y a des nouvelles composantes qui vont faire perdre leur marge de manœuvre aux ministres communistes. D'ailleurs, dans ses dernières œuvres, si je peux dire, en 1947, début 1947, il y a le paiement du 1er mai ou des choses comme ça, mais on peut dire que toute sa tâche à Croizat, elle est finie en novembre 1946. Absolument. Il a tout fait. Ça a été une course de vitesse. 11 mois, en disant chaque fois je ne reporte pas, alors qu'il y avait des pressions Absolument. de la mutualité notamment pour reporter en disant mettez 6 mois de plus. Et il se disait les communistes sont partis quand les 6 mois sont passés. Ils savaient qu'ils allaient être virés. Il y a aussi un autre petit mot très curieux dans une des conférences, une allocution qui est à la fondation de la caisse primaire centrale de l'Île-de-France, enfin ça s'appelle la région parisienne, c'est qu'il dit nous arrivons au bout de notre œuvre qui a presque 2 ans, mais il est ministre que depuis 1 an. C'est-à-dire qu'il a conscience que son œuvre a commencé dès 1945. Bien sûr. Qu'il ne l'a vraiment réalisé qu'à partir du moment où il est ministre, mais qu'il était déjà dessous les cartes avant. Et dans son revirement, enfin dans le revirement formel, parce qu'il dit bien que c'est un compromis, etc., donc c'est bien qu'il a lancé quelque chose. Oui. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait d'autres ministres communistes qui avaient fait les nationalisations et qui étaient engagés du côté des statuts spéciaux. Donc là aussi, il y a un compromis entre ministres communistes peut-être. Tout à fait, parce que je crois qu'il faut bien voir. Hein. C'est pour ça que j'ai mis en 3 parties. 44, programme du CNR, la libération. 45, 46, les jours heureux, c'est les grandes avancées. Et 47, c'est fini. Et ils savent que c'est fini. Mais j'insiste, ils savent que c'est fini parce qu'il y a la pression colossale des États-Unis. Il y a la pression colossale des États-Unis avec cette déclaration de Truman devant la Convention républicaine qui s'inquiète du résultat des élections en France. Et en clair, il faut réagir. Donc j'ai bien dit, l'histoire, elle doit être prise dans un contexte. Et ce qui fait bien voir, mais je dirais hier comme aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, il faut bien voir le poids des États-Unis, le poids de la finance, je dirais que bon, c'est à peu près pareil, et qu'effectivement, quelquefois, et je dirais peut-être même plusieurs fois, les ministres, ils font ce qu'ils peuvent et pas ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai relu 2 fois ce qu'il dit à la fin. Bon, est-ce que c'est un accord ou un compromis, peu importe, mais ça va peser, il le dit carrément, ça va peser sur la suite. Simplement, je dirais, et ça nous replace tout à fait dans la grande idée du Conseil national de la résistance, s'il y avait eu un régime unique, alors oui, on ne fait pas avec des si, ça y est, on l'a dit, mais imaginez, on oppose aujourd'hui, en plus des problèmes, on oppose le public et le privé, et ça marche même très bien, malheureusement. Si tout le monde était dans le même régime, la grande idée, quelle grande idée? Peut-être qu'on y reviendra. Je crois que tout ce qu'on se dit montre qu'à chaque moment de l'évolution de la société, les résultats dans un sens ou dans un autre, ils sont liés à ce qu'on appelle, dans notre jargon de combat syndical, un rapport de force. Je crois que c'est pas... Il faut... le contenu du Conseil national du programme du Conseil national de la résistance, il est le fruit d'un rapport de force. Et à un moment dans l'histoire où, pour des raisons de la guerre, mais aussi l'engagement des organisations syndicales, entre autres de la CGT, mais aussi dans les syndicats tels qu'ils existaient, qui ont été en capacité de peser pour un contenu tel qu'il était redit adopté tout à l'heure et adopté. Et bien entendu que ce rapport de force, il est évolutif. On voit bien ce que Charles vient
nous dire, et il évolue en permanence. Comment dire? En même temps, ce qui est quand même intéressant aussi, je pense, à signaler, c'est qu'on parle d'un contenu dont il reste dans la réalité sociale du pays des choses importantes encore. 70 ans après, je vais le dire comme ça, hein, puisqu'on on discute, je serais un peu embêté qu'on ressorte de notre discussion comme si ces acquis qui ont été obtenus dans les conditions énoncées, on ne pourrait plus s'appuyer dessus. Effectivement, il y a des coups qui sont portés. Dans ce qui a été dit sur les derniers événements, les dernières lois, il y a des dangers incontestables, il y a même des éléments qui sont dangereux, incontestablement. Mais en même temps, on dispose d'une expérience dans notre pays et d'acquis de cette nature qu'il nous faut continuer à faire fructifier et qui ont montré leur efficacité. Alors c'est vrai, c'est l'efficacité pour le monde du travail, mais aussi pour la société. Mais c'est vrai que c'est pas compatible avec les portefeuilles de ceux qui mettent leur argent dans les paradis fiscaux. Mais ça évidemment. Hein, mais je pense qu'on a besoin aussi de dire cela, y compris pour montrer que c'est possible, parce que ce qui était possible à un moment difficile dans notre pays, tout à fait. On n'est pas dans les mêmes conditions, incontestablement, mais on est dans une situation économique qui est quand même meilleure que celle de 1945. Hein. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait à l'esprit les potentialités de notre pays. Je crois que c'est aussi des questions de ce genre que, quand on discute de cette période-là, qui peuvent être utiles pour le moment présent. Hein, et je crois qu'on voit bien que ça suppose la permanence de l'engagement de ceux qui sont concernés. Et, hein, on ne peut pas remettre les affaires dans les mains seulement des gouvernants, hein, et même quelles que soient après les conditions dans lesquelles s'exerce le pouvoir, parce que tout ce qui a été dit dans les rapports de force à ce niveau-là existe aussi. Mais il est évident que si on se contente de les regarder de sa porte, il y a quelques risques supplémentaires. Et qu'on est soigné selon ses besoins, qu'on paye selon ses moyens, en fait, quand est-ce que ça commence à apparaître dans le débat en fait, jusqu'où on peut faire remonter cette idée? Eh bien, je dirais que c'est la grande idée du Conseil national de la résistance. D'abord, elle rend obligatoire. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais ça, quand on est jeune, surtout qu'à l'époque, commençait à 14 ans, obligatoire, pourquoi c'est obligatoire? C'était le début de la sécurité sociale. Et bon, il y en a encore aujourd'hui, ouais, pourquoi c'est obligatoire? Moi, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. C'est une grosse connerie. Et je crois que déjà, ça a été d'y rendre obligatoire. Et ensuite, de cotiser, ben oui, suivant ses moyens, puisqu'il y a un pourcentage, on cotise, si on gagne bien sa vie, ben on cotise plus, voilà. Si on gagne moins, on cotise moins. Et puis surtout, et ça c'est dit dans le Conseil national de la résistance, c'est de couvrir tous les citoyens, y compris ceux. Ce qui fait aujourd'hui beaucoup débat, beaucoup rouspété, je dirais par rapport à des imbéciles, c'est les gens qui sont privés de travail, les gens qui sont en difficulté. La sécurité sociale, elle est là. Je crois qu'il faut bien peser tous les mots. Sécurité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la sécurité sociale pour tous les citoyens. C'est ça qui est écrit dans le programme du Conseil national de la résistance. Sécurité sociale pour tous les citoyens. Je veux dire, en gros, je vais même aller plus loin. Si on prend le régime des retraites, hein, par répartition, ceux qui travaillent cotisent pour les retraités. Et si on prend la maladie, je dirais, ben, les bien portants cotisent pour les malades. Eh oui, ça c'est la grande idée. Avec ce repli sur soi aujourd'hui, cet individualisme qui fait,
Moi, je me démerde tout seul. Moi, j'ai besoin de personne. Il y a un dessin de Tignou qui était magnifique, où les gars, ils avaient des t-shirts blancs, et moi, je me débrouille tout seul. Moi, je me démerde tout seul. Moi, j'ai besoin de personne. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut être des gagneurs. Hein, on est dans une société, il faut être des gagneurs. On est une société de gagneurs. Et les perdants, on en fait quoi? Parce qu'il y en a des perdants. Ben, la sécurité sociale, elle est aussi pour les perdants. Et c'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça passe même plus. Je veux dire, enfin, quand je dis ça passe plus chez certains, et qui voudraient revenir là-dessus, hein, en disant, ouais, bah oui, c'est fait pour les tirs au flanc, des gens qui n'ont jamais été malades, hein, quand on est malade. Bon, ben non, la sécurité sociale, c'est pas fait pour les tirs au flanc, et puis s'il y a quelques... à la marge, d'ailleurs même les responsables le reconnaissent, c'est à la marge. Ils n'avaient qu'à pas virer les contrôleurs et les inspecteurs. Hein. Après, on dit, ouais, après cette contrôle, on les a virés. Voilà, voilà, c'est tout, quoi. Pour dire ça là-dessus, c'était une grande idée. Une grande idée. Voilà. Moi, c'est juste ce petit point d'histoire qui m'achoppe un peu sur De Gaulle, sur le gaullisme, même sur cette politique de droite sociale, hein, puisque beaucoup, là, dans le débat politique de ces derniers temps, sont réclamés gaullistes, d'autres un peu plus libéraux à droite. Bon, on se peut récupérer des voix aussi, mais ce que je veux dire, je suis quand même étonné, même si De Gaulle il n'est pas à l'origine de la sécurité sociale sur le projet, j'avais cru comprendre, j'ai perdu son nom, j'avais assisté à une réunion sur Ambroise Croizat, qu'il y avait un débat déjà sur la paternité de la sécurité sociale vis-à-vis d'Ambroise Croizat. Il y avait, je ne me rappelle plus du nom, d'un chef de cabinet qui avait quand même porté Larocque, voilà, qui était un haut fonctionnaire. Voilà, qui était un haut fonctionnaire et qui était quand même étiqueté gaulliste. Voilà. Je sais pas, mais et quand même, mine de rien, dans l'Assemblée, il y avait, tu l'as dit, il y avait du tripartisme, il y avait la droite, il y avait les socialistes, les communistes, il y avait quand même un lobbying, il y avait quand même une vision. Le MRP. Il y avait quand même une vision politique, je veux dire, de la sécurité sociale aussi. Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a De Gaulle, il n'est peut-être pas à l'origine, mais il y a quand même une influence. Je veux dire, quand on voit le système de santé, comme il s'est créé, si on a des médecins libéraux aujourd'hui, c'est aussi parce que De Gaulle, il était là, qu'il y avait un courant politique derrière. Ah oui, non, mais il y a bien évidemment, vous verrez d'ailleurs à l'exposition, ceux qui iront à Vénissieux, je vous conseille, il y a le camembert des élections du 21 octobre 1945, le camembert des élections de 1946, et on voit bien, monsieur parlait du rapport First, on voit bien comment le rapport First se modifie au fil du temps, et on voit bien qu'en 1947, on n'est plus en 1945, c'est clair. C'est pour ça que j'ai insisté en divisant en 3, 44, 45, 46, 47. C'est pareil, on ne peut pas faire abstraction de ça. Hein. Ceci étant, après les hommes, ben, ils sont ce qu'ils sont, voilà. Comment expliquer que les catégories qui étaient opposées à la sécurité sociale, les catégories de profession libérale, à la libération, De Gaulle a pu leur imposer quand il est revenu au pouvoir, après 1959? C'est qu'eux-mêmes se sont aperçus qu'ils avaient fait une grosse connerie. Ils avaient fait une grosse connerie en refusant de rentrer dans le régime général, parce que c'est vrai qu'ils ont refusé d'y rentrer. Et après, ils ont dit, ah ben mince, on a fait une bêtise. Et oui, parce que, je le redis, alors, au risque de répéter toujours la même chose, mais cette grande idée du Conseil national de la résistance, c'était extraordinaire, quoi. Voilà, ils avaient compris, ils pensaient que c'était la solidarité qu'il fallait... les paysans, les artisans, ils n'ont pas... Alors quant au patron, De Gaulle lui-même avait dit, il leur avait dit, hein, où étiez-vous? Il y en avait quelques exceptions qui confirment la règle, mais où étiez-vous, messieurs les patrons? À Londres, je ne vous y ai point vu. Donc les patrons, à cette époque, ils se faisaient tout petits en 45-46, tout petit, et en 47, hop, ils commencent à relever la tête avec l'aide des États-Unis, il faut le dire. C'est pas non plus faire de l'anti-américanisme, c'est l'histoire qui le démontre. Voilà, c'est comme ça. Non, je crois que sur ces questions, ça a été abordé, là, les médias. Il y a plusieurs cas de figure. Je crois qu'il y a pas mal de bêtises qui se disent, mais je pense sincèrement, parce que les journalistes qui parlent, ils ne savent pas,
Il y en a, ils ne savent pas. Alors pour eux, bon, on leur a dit c'est De Gaulle qui a fait la Sécu, bon, ou sur d'autres choses. Puis par contre, il y a ceux qui savent. Il y en a qui savent et qui, eux, volontairement, et ça c'est grave. Et ça c'est grave. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas tellement déformée par des mensonges, parce que c'est assez vite découvert. Le plus terrible pour l'histoire, c'est les silences. C'est quand on zappe des choses. Là, on ne peut pas être contredit, on ne parle pas, on n'en parle pas. Et bon, moi, j'ai été personnellement choqué. Je le suis tout régulièrement pour tous les commémorations d'anniversaire de tout ça. Louis Saillant, qui, dans les médias, parle de Louis Saillant. On limite le schéma, résistance, De Gaulle, Conseil national de la résistance. Même Bidault qui a joué un rôle, bon après il a été ce qu'il a été, mais Bidault a joué un rôle non négligeable. Non négligeable. Il remplace Moulin à la disparition de Moulin. Ben, je ne suis pas sûr d'ailleurs que les gens... Alors Saillant, n'en parlons pas, personne, je n'ai jamais entendu parler. Dans les médias, je parle à la télévision. Hein. Si vous avez entendu, vous me le dites, hein, je le note, j'enverrai vite une lettre de félicitations. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que on n'évoque pas la... Je suis là, pourtant à gauche dans l'hémicycle. Si on n'évoque pas la personnalité de Louis Saillant, il risque de devenir, non pas silencieux, mais oublier l'histoire, comme on dit, ça serait à la fois dommage et injuste. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur qui était, après tout, Louis Saillant, qui a joué un rôle déterminant dans cette histoire? Alors, Louis Saillant, il a fait partie, je l'avais dit à la mairie du Troyes, des 5 membres du bureau qui se réunissaient régulièrement. Parce qu'il faut savoir qu'en séance plénière, le Conseil national de la résistance s'est réuni le 27 mai, s'est réuni en mars 1944 pour adopter le programme, et ils ont dû se réunir 2 ou 3 fois, pas plus, en séance plénière. Alors que le bureau, lui, se réunissait toutes les semaines. Et dans le bureau, chacun représentait plusieurs organismes, organisations. Donc dans le bureau, il y avait Georges Bidault, il y avait Louis Saillant, qui représentait la CGT, la CFTC, le Parti Socialiste et Libération Nord. Il y avait Pierre Villon, qui était du Parti communiste français, Bidault, qui était démocrate chrétien. Il y avait Bloch Masquer, qui représentait la droite. Et il y avait Pascal Copeau, qui représentait les MUA, les mouvements de résistance. Donc, c'est effectivement ces 5 qui ont beaucoup travaillé sur le programme du Conseil national de la résistance. Et donc, on peut voir que Saillant a joué un rôle important. Je l'avais dit, Saillant non seulement était au bureau du Conseil national de la résistance, mais il était à la réunion en 40, la réunion sur le manifeste des 12 qui dès 40 avait... Il était aux accords du Perron, le 17 avril 1944. C'est un personnage qui a joué un rôle important. Et alors, ce que je dis, ça n'engage que moi, mais il représentait la CGT et le grand, comme ils disent à la télé, le patron de la CGT clandestine, c'était Benoît Frachon. Et je crois que Benoît Frachon a eu une grande intelligence, c'est de désigner Louis Saillant pour siéger pour la CGT au Conseil national de la résistance, au bureau, parce que Louis Saillant n'était pas communiste. Et alors ça n'engage que moi de dire ça, mais il est évident qu'il y avait Pierre Villon qui représentait le Parti communiste français, et que si Frachon y avait été aussi, ça faisait 2 communistes. Et je pense que les choses seraient passées plus difficilement. Bon, mais ça, alors ça n'engage vraiment que moi. Hein, c'est peut-être une énorme connerie, mais je pense que là, il y a eu un coup qui a été bien fait. Et oui, le rôle de Saillant est un rôle il est de tous les coups, hein, de 40 jusqu'à la fin, jusqu'à la dissolution du Conseil national de la résistance. Et c'est lui qui aura à faire adopter par le GPRF, en tant que président du Conseil national de la résistance, le programme du Conseil de la résistance. On a tendance à l'oublier. Et tout à l'heure, oui, je voulais le dire, ça m'a échappé, mais ça me revient maintenant. Il y a quand même une chose. Je l'avais dit au mois de mai, j'ai été partout sur Internet, on y trouve des conneries, alors, sur Moulin, machin, parce que tout le monde peut écrire n'importe quoi. Donc, par contre, il y a une seule chose où tous les... Je
dirais les grands sites, hein, les grands sites, y compris le site du Figaro, reconnaissent que la sécurité sociale, c'est l'émanation du Conseil national de la résistance. Ça, c'est clair. Alors, s'il y a une paternité, je le dis, c'est le Conseil national de la résistance. Parce qu'après, l'idée est reprise. L'idée est mise en musique. L'idée est mise en musique. Il faut faire la loi, il faut faire les textes. Ça, c'est Ambroise Croizat, c'est clair. Mais, je veux dire, il fallait, pour mettre en musique cette idée, il fallait qu'elle existe. Parce que si elle n'avait pas existé, elle n'aurait pas été mise en musique. Je vous remercie de votre participation active. On sent que c'est une histoire encore en construction, finalement. Je vous invite à lire ce programme du CNR, qui est un texte court. Et vous verrez, ce n'est pas un mode d'emploi, c'est vraiment un texte d'intention. Et c'est pour ça qu'effectivement, à vous et à nous de nous emparer de ces idées-là, vous serez sans doute frappé par la brièveté de ce texte. On ne donne pas la marche à suivre pour mettre en place la sécurité sociale. Voilà, c'est un principe, il faut mettre en place cette sécurité sociale pour tous. Ouais. À charge aux générations futures de faire le boulot. Mais lisez-le, pour le coup, on trouve sur Internet. Oui. On trouve, et ça a été réédité aussi. Voilà, ouais, ça c'est bien parce qu'il y a une préface de Louis Saillant.